Oui, oui. Et oui. Et oui, parce que si le but, c'est de présenter à quel point le conte est vivant, à quel point les gens sont inventifs, sont motivés, sont puissants avec le conte, il faut multiplier les points de vue. L'histoire a été comme le souvenir d'un rêve. Ma voix ne m'appartient pas. J'ai pas décidé de devenir conteuse. Le fonctionnement est à peu près le même, même si les répertoires sont différents. J'ai l'impression que quand tu comptes, tu permets aux gens de tirer un fil. C'est un peu comme un jeu de cartes que tout devant toi et les histoires, elles émergent comme ça. Et... Puis tout d'un coup, dans la situation, parce que c'est cette personne-là qui la raconte et puis ces gens-là qui l'écoutent, elle va devenir extraordinaire. Le conteur prend en charge le temps et les gens qui sont là. Prend en charge leur plaisir, c'est un donneur de plaisir. Le stade du projet, ça n'existe pas pour moi. Dès que je réalise, ça y est, je commence. Quelle différence entre un conteur amateur et professionnel, et qu'est-ce que c'est qu'être un conteur, et que la question n'est pas résolue. Et compter, c'est quoi? C'est mettre dans l'ordre. D'abord, il y a 1, puis après, il y a 2, puis après, il y a 3, puis après, il se passe ça, puis après, il y a ça. L'idée d'être comptée parmi les conteurs, c'est le cas de le dire, c'est à la fois une surprise pour moi, parce qu'il y a des noms qui me viennent à l'esprit de conteurs sur lesquels je n'ai aucun doute, et le mien, du coup, je me dis, mais j'ai un pied entre deux mondes. Et en même temps, la familiarité du conte, les personnages qui les habitent, ces contes, les logiques qui les sous-tendent, ils m'accompagnent jour après jour. Donc j'ai pas de doute que je suis dans les contes. Je sais pas dire si je suis une conteuse aujourd'hui. Et être celui qui reprend dans la chaîne humaine ce relais, comme un relais qu'on se passe, et être celui qui peut faire vivre ça pour d'autres, le temps qu'il vit, le temps qu'il est conteur, c'est pareil, c'est toujours une... Quel mot je pourrais dire? Bon, pour employer un grand mot, aller à, disons, une mission, ça c'est un grand mot. Un plus petit, c'est la place, ce que j'ai dit tout à l'heure. S'il est un peu doué pour ça et s'il a envie de progresser dans ce don, ça peut être une grande satisfaction d'être à sa place. Quand on est conteur ou conteuse, et je pense faire partie de cette famille entre guillemets dont on parlait tout à l'heure, ça inclut tout un tas de choses. Quand je dis que du matin au soir je suis dans le conte, ça inclut de lire bien évidemment, d'aller écouter d'autres conteurs, de faire ses choix d'histoire, de les donner au public, à un public qu'on n'a pas toujours défini, mais ça fait rien, on y va quand même, c'est une nouvelle découverte, c'est une nouvelle histoire d'amour, on revient avec autre chose, l'histoire on la modifie, on la redonne différemment, ou alors elle nous laisse de côté, parce que ça peut arriver aussi, elle nous laisse de côté pendant un temps. Il faut se reposer des questions en se disant, est-ce qu'on peut refaire un bout de chemin ensemble?
Tu sais, on pourrait dire le conte, ouais, il y a la télé, il y a les ordinateurs, tout ça, c'est toujours ce parallèle qu'on fait, enfin, mais c'est pas vrai, tout ça c'est complémentaire. Pour moi, il n'y a rien à rejeter de cette évolution, c'est comme ça. L'humanité évolue de cette manière-là. Cependant, le conte, c'est nos racines, c'est descendre au plus profond de soi-même, et en ça, je pense que c'est très important de... Enfin, ouais, c'est essentiel de compter. Alors on peut dire, ah oui, avec tous les compteurs qu'il y a, ça pousse comme des champignons. On s'en fout. Chacun compte ce qu'il veut, enfin, tant qu'il transmet un conte, tant qu'il reste, à mon avis, fidèle à l'essence même du conte, c'est bien. Il faut qu'il y ait une multitude de paroles. Et chacun fait son chemin, quoi. Karen Blixen disait que il faut être digne de l'idée que Dieu avait dans sa tête en nous créant. C'est pas un devoir, ça. C'est une mission. On peut être ensemble, partager un moment, et que ce n'est jamais remis en question. C'est-à-dire que le conte commence à fonctionner ou marche, tout d'un coup on passe un moment ensemble, on célèbre quelque chose, et personne ne se pose la question, on se dit bah tiens, mais attends, c'est juste quelqu'un qui parle, mais c'est étonnant ça. Ça peut arriver après, quand les gens ont écouté l'histoire, ils disent mais c'est incroyable, vous avez juste parlé, ou il s'est passé juste ça, ou moi-même, quand je vais écouter quelqu'un, et puis tout d'un coup je me dis c'est fou ça, mais on était combien là, et puis il y a eu des silences incroyables, et la personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a parlé. Moi, quand j'ai commencé, j'avais jamais entendu un conteur. On était à Chabrol, tu vois, en noir et blanc, avec sa pipe, à côté de la cheminée à la télé. J'avais jamais entendu. Je savais même pas que c'était un métier. Moi, j'ai raconté. Tu sais, des fois, quand tu fais les tours de table, là, alors, vous êtes conteur, vous êtes passé par où? Vous venez d'où? Ben moi, je viens du théâtre, moi, je viens de la danse, moi, je viens de la fac, et moi, je viens de mes enfants. Voilà. Mes enfants, ça fait toujours ridicule, mais la réalité, c'est celle-là. C'est que j'ai d'abord raconté à mes enfants. Voilà. Et comme ils l'ont dit à leur institut, venez donc raconter à tous les enfants, et puis ça s'est fait comme ça, en fait. Il y a très très longtemps, j'ai découvert avec toi l'Ecclésiaste. Il fait un grand chemin avec ce texte, hein, un grand chemin. Chaque fois que je raconte, je commence, à chaque fois, j'ai un bâton de pluie, je sème des grains comme dans un jardin, et à chaque fois, je commence comme ça. Je suis conteuse, je suis une menteuse. Les conteurs sont des menteurs qui disent la vérité. On se débrouiller avec ça. Et je vais prendre un grain, tiens, un grain grand, un grain petit que je mets dans mon... Je vais prendre un grain de mensonge, un grain de vérité, un grain loin, un grain tout près, un grain sec, un grain mouillé. On est toujours dans les opposés parce que la création, elle a lieu que dans ces opposés. C'est de ça qui va germer quelque chose. Ce qui m'a toujours intéressé, c'est dans les pratiques artistiques, c'est l'art populaire, c'est-à-dire la version populaire. Tous les arts ont eu leur forme savante et leur forme populaire. Et moi, c'est de ce côté-là, je me dis là, c'est de ce côté-là qu'il y a une candeur, une vérité, une puissance beaucoup plus grande que dans les chefs-d'œuvre, quoi. Les chefs-d'œuvre littéraires. Bon, pourtant aussi, j'ai raconté le roman de renard. Mais bon, c'est quand même... C'est une récréation, quand même, le roman de renard, par rapport à certains... On n'appellerait pas ça un roman, le roman de renard, même si ça s'appelle le roman de renard. Non, je ne pensais même pas au roman. Non. Mais disons comme texte, quoi, tu vois, un texte qui nous est arrivé par l'écrit, quoi.
Non, il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas de récit qui me manque cruellement. Sinon, je serais déjà en train de bosser dessus. Ou alors un répertoire vers lequel tu ne serais pas allé? Pour l'instant, je te dis, dans le répertoire que je porte, il n'y a rien qui me manque. Donc, ben, j'attends qu'il y ait quelque chose qui me manque, quoi. Toi, t'as ton quoi de ce stage? J'ai dit, ben, je sais pas trop. J'ai un problème avec mon répertoire. Et Henri a ri. Il a dit, ah, mais c'est parce que tu ne sais pas que le répertoire est vivant. Vivant? Moi, j'ai toujours adoré me projeter dans les cultures qu'on rencontre et il me semble que quand vous ouvrez un conte des Indiens d'Amérique ou quand vous rentrez dans une histoire chinoise, tout de suite, obligatoirement, il y a tout qui s'installe autour de vous. Et on devient curieux de tout. Vous lisez un conte chinois et vous entendez parler de sapek. Vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ça? Et vous allez ouvrir votre dictionnaire, ou bien vous ne l'ouvrez pas, mais vous imaginez ce que c'est parce que le contexte vous dit que. Et tout de suite, tout le monde s'ouvre, arrivent les échanges commerciaux, les odeurs de marché, les soieries, enfin tout ça. Tout déboule avec le conte. Et ça, c'est vraiment un grand plaisir j'allais dire, du vagabondage dans le répertoire que le conteur peut avoir. C'est quelque chose qui m'a toujours entraîné, emmené. J'ai pas décidé de devenir conteuse, tu vois. Un jour, j'ai remarqué qu'effectivement, je gagnais ma vie et que, oui, sans doute, des fois, on disait, voilà, tiens, elle est conteuse, mais c'est pas, c'est une pratique artistique, c'est pas... Et je trouve que maintenant, avec le fait qu'il y ait de plus en plus de stages, de plus en plus de formations, les gens, les jeunes qui se lancent sur cette voie-là, ont tendance à penser que c'est facile. Et ben, je crois que tu as raison quand tu dis que c'est effectivement un art de la maturité. Une des premières choses que disent les adultes, quand ils viennent vous dire quelque chose, à part merci, c'est « Ah, vous nous avez fait redevenir enfants ». Ça fait toujours du bien. C'est pas « vous nous avez fait rêver ». Si vous nous avez fait revenir enfant, moi je dis oui, c'est fait pour raviver l'enfant qui est en vous, mais... Et ça c'est vrai que c'est aussi une de mes chances, l'enfant qui est en moi, il est là. Alors je suis en relation, l'enfant de tous les âges. J'ai vu un bébé, je viens de devenir arrière-grand-mère, je vois le bébé qui gigote sous un petit arceau où il y a plein de lumière, plein de petites choses qui bougent. C'est vrai que je m'identifie complètement à lui. Il exprime quelque chose de fondamental, de ce que ces arceaux lumineux, scintillants, bougeants, moelleux, colorés. Oui, en principe, j'ai l'impression que je me les trimballe tout le temps. Et quand je me les trimballe pas, je les cherche. Non, c'est même pas tout à fait ça. Je me les donne le plus possible. Je les retrouve le plus possible dans le quotidien. Avec une feuille qui bouge, avec une ombre, avec une... Voilà. Alors, c'est sûr que cet émerveillement de l'ensemble, de l'ensemble, c'est drôle ça, de l'enfance, à mon avis, c'est ça avant ce qu'on appelle « vous nous avez fait voyager ». Notre travail, c'est le travail du conteur. L'histoire existe, les personnages existent, mais les dialogues n'existent pas, les rythmes n'existent pas, les relations avec le public n'existent pas, les commentaires du moment historique n'existent pas. J'ai fait une parenthèse ici. C'est essentiel pour moi d'être ancré dans la réalité. Donc j'ai fait toujours des allusions avec la situation politique. Je suis engagé
politiquement, pour les droits de l'homme et pour la protection de la nature. Donc, j'ai fait des petites allusions, toujours, mais toujours. Et c'est ça, les contes. Les contes nous permettent ça. C'est un geste de respect. Il y a quelque chose, moi, qui me fascine aussi dans le conte, et mais qui est à double tranchant, qui est vraiment... C'est que c'est justement simple, au sens que les histoires sont tellement fortes. Quelqu'un qui est touché par une histoire, qui arrive un peu à la digérer, qu'il a dit, juste la dire déjà, à des gens en face de lui, il y a des chances qu'il se passe une très belle rencontre. Et du coup, moi le premier, je peux me dire, ah bah oui, bah c'est ça, raconter une histoire. Oui, c'est vrai, c'est ça. Après, conserver cette fraîcheur, avoir cette capacité d'oublier, de croire vraiment à ce qu'on dit au moment où on le dit, que ce soit là, ça c'est un vrai travail. Et c'est une vraie... remettre la main à la pâte à chaque fois et se dire, bon bah alors j'en suis là, j'ai fait ça, je raconte ça, et alors, et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi je veux raconter ça? Qu'est-ce que je veux dire avec cette histoire? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans? Et de surtout pas rentrer dans quelque chose qui fonctionne de toute façon, qui marche, et qu'une des grandes forces du conte, et que je trouve absolument génial, c'est que tout le monde a le droit de raconter. Tout le monde. Et qu'il n'y a pas besoin de faire 15 ans de conte pour raconter une histoire. Alors qu'avant d'avoir des applaudissements en faisant une danse, par exemple, ou en jouant de la musique, à moins de le faire vraiment entre copains ou entre familles, et que les gens se disent « ouais, c'était sympa », puis ils vous applaudissent, avant d'avoir une reconnaissance, il faut un certain temps. Le conte, non. Quelqu'un peut très bien prendre une histoire comme ça, la lire, la trouver bien, poser le bouquin, aller dans un endroit, la raconter, avoir des applaudissements et que les gens trouvent que c'était une belle soirée. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Même si ça peut être à double tranchant. Et la chute peut être dure derrière, puisqu'on peut se dire « ah bah oui, ça marche, ça fonctionne, je suis conteur, c'est parti ». J'avais envie de conter des histoires, je faisais des photocopies, j'avais déjà des archives très conséquentes. Et j'ai toujours fait confiance aussi à ce qu'on pourrait appeler le hasard, mais qui n'en est jamais un, c'est-à-dire quand tu te dis, tiens, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui va venir, c'est un peu comme un jeu de cartes que tu ouvres devant toi, et les histoires, elles émergent comme ça, et ce sont souvent les bonnes. Le mystère du conte, il est dans le conte lui-même, mais il est aussi dans le fait de le dire. Quand tu dis un conte devant une assemblée, ce qui t'échappe complètement, c'est comment ça résonne à l'intérieur de chacun. Et ça, moi, ça m'impressionne toujours, quoi. Les contes, pour être court, j'ai dit que c'est une machine comme les sous-marins. C'est un sous-marin, mais pour aller aux abysses, dans l'obscurité totale. Donc, tu as cette machine qui est si solide que des siècles et des siècles de pesanteur ne peuvent pas l'écraser. Tu descends, tu entres là, et tu descends là, vite dans l'obscurité absolue. De ce point de vue-là, on peut parfaitement comprendre que quelqu'un ait envie de s'endormir. Il pose son paquet. Il n'est plus obligé d'être là dans le merdier de la vie quotidienne, très souvent, ou de sa propre tête. Eh bien, pourquoi il ne s'endormirait pas? C'est probablement une des raisons pour lesquelles un enfant s'endort. Évidemment, il y a le rythme de la voix, il y a le travail sur les cadences, il y a les sonorités, il y a une musique. Il y a une musique, et puis il y a une présence humaine qui n'est là que pour vous. Ça, c'est pas rien. Et c'est pas toujours si fréquent qu'on pourrait croire. Quelqu'un qui vous donne
qui vous donne entièrement sa présence. Donc je n'ai pas de projet, comme ils disent. Tu sais, parler des projets artistiques. Ah oui, ça pendant dans les coups de gueule, il y a aussi des choses qui m'agacent. C'est cet esprit quoi, de moderne quoi, sur la création artistique par projet. Quoi. Je trouve ça tellement étonnant. Je dis, mais c'est marrant que les gens qui imposent un cadre comme ça, un cadre de création, d'accompagnement à la création, il faut présenter un projet. Quoi. Et en fait, moi j'ai jamais eu de projet. J'ai des élans, des envies de faire des trucs, mais même, le stade du projet, ça n'existe pas pour moi. Dès que je réalise, ça y est, je commence. Je le fais, quoi. Mais je ne fais pas un projet, puis ensuite après je le réalise, ça se fait pas en 2 temps comme ça. Et je commence à faire sans savoir où je vais. C'est pour ça que quand on me demande de parler, quel est votre projet, ben, j'ai rien à dire, je ne sais pas ce que je fais. Je suis dans quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Tu pourras en parler quand tu auras fini. Oui. Ben, c'est comme la communication, il faut toujours annoncer la venue de quelqu'un, comme si on le connaissait déjà alors que personne ne l'a vu encore. Et, par exemple, annoncer un spectacle, il faut l'annoncer à l'avance, quoi. Et ça, j'ai toujours trouvé ça très incongru. En fait, ça fait travailler à l'envers, quoi. On a toujours été emmerdé avec ces trucs-là. Et des fois, tu as des spectacles qui sont vendus et ils n'ont même pas commencé à le travailler. Ouais. Genre vendu pour l'année prochaine, au Casino de Paris, il est plein. Ouais, mais ça, c'est des industriels, ils ont un plan, tu vois, ils ont un projet, d'accord. Mais c'est de l'industrie, ça, c'est pas de l'art. Pour moi. Et d'un coup, mais alors sans en avoir l'air du tout, j'étais tranquillement en train de prendre des notes sur ce qu'on pouvait dire sur le conte avec Henri Boubeau, bien entendu, quand d'un seul coup, un mot m'a fait revenir une histoire de mon répertoire. Mais pas me faire venir une histoire enregistrée ou dans un livre, non. L'histoire, elle était comme le souvenir d'un rêve. Quand on se réveille le matin et qu'on dit « Ah oui, j'ai rêvé. Mais de quoi j'ai rêvé? Ah, c'est ça mon rêve. » Eh bien, un mot venait se percuter je ne sais où en moi et je me dis « Ah ben oui, je me souviens de cette histoire. » Et je la notais comme je note un rêve. Tous les endroits où j'ai raconté, grosso modo, le fonctionnement est à peu près le même si les répertoires sont différents. Le fonctionnement, le positionnement, l'endroit où je suis moi en tant que conteur, c'est à peu près le même. Le public le perçoit de la même façon. Pourtant, j'ai raconté dans des endroits très différents. Hein. J'ai raconté aussi bien pour une personne, parce que j'ai travaillé longtemps dans les services d'oncologie, les enfants à la Timon, donc de chambre en chambre, donc pour une seule personne, même dans le secteur de greffe, avec le masque, la charlotte, etc., dans les chambres stériles, et jusqu'à raconter devant 2000 personnes le jour où le maire de Marseille fait la remise des prix de la ville. Donc voilà, c'est assez différent mais en même temps, le positionnement était, en tout cas moi de l'intérieur, j'ai vécu à peu près de la même façon en tant que conteur, avec une histoire qui est là devant et que je pousse et sur laquelle je monte et qui s'en va. Voilà. Donc parce que je travaille en plus en entreprise avec une porte d'entrée qui s'appelle, comme par hasard, les pratiques narratives, ça laisse encore plus de place à cette facilité à convoquer des personnages, des contes en entreprise. Et ça ne me pose aucun problème. Et ça ne pose pas, enfin, par définition, ceux qui l'acceptent sont ceux à qui ça ne pose pas de problème. Donc j'ai forcément 100% d'acceptation. Le clin d'œil étant que vu la tête que j'ai, la coupe de cheveux que j'ai, de toute façon, s'ils acceptent de me recevoir avec l'appellation consultant, c'est qu'ils n'ont pas peur, quoi, tu vois. Donc de toute façon, même avec un costume noir, on va dire que j'ai le costume de consultante jusqu'au cou, mais au-dessus on voit bien qu'il y a un truc qui cloche. Quand je raconte des récits
très ancien de création du monde. On part toujours du chaos, du tohu-bohu. C'est pas le chaos, le tohu-bohu, c'est pas quand il y avait rien, rien ça n'existe pas, c'est quand tout est mélangé. Quand le loin, il est près, quand le mouillé et le sec sont ensemble, on ne sait plus. Et la création, elle est juste dans ce choix. Ça c'est sec, ça c'est mouillé, ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là. On met dans l'ordre, on ordonne les choses et compter c'est quoi? C'est mettre dans l'ordre. D'abord il y a 1, puis après il y a 2, puis après il y a 3, puis après il se passe ça, puis après il y a ça. C'est tout. C'est juste, il y a le début, ça, il y a ça, et ça finit comme ça. C'est tout. C'est tout. Une petite tortillant sa jupe, courant derrière moi dans un grand escalier, me disant Alice, Alice, les copines, elles m'ont dit de te demander, t'es jeune ou t'es vieille? La voix de ma grand-mère venait des siècles et des siècles d'avant. Et c'est quelque chose que souvent j'ai conscience. Ma voix ne m'appartient pas. Mes histoires ne m'appartiennent pas. Ce n'est pas une création, c'est une transmission. Il y a des éléments personnels, bien sûr, mais c'est quelque chose que je porte parce que c'est mon devoir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a pas de trace, il n'y a pas de trace. On est, le conteur, il est dans justement la trace que le conteur peut laisser, c'est le mot qui va engendrer. C'est pour ça que je te disais que j'avais un conte comme ça que j'avais inventé, qui s'appelle Pierre et Margot, qui est sur les loups, garous, parce que il paraît que c'est Catherine d'Arcade qui dit ça. Catherine, elle disait une fois, un conteur il est loup ou il n'est pas loup. On est l'un ou l'autre, quoi. Moi je suis plutôt loup quand même. Et j'ai beaucoup travaillé sur Bisclaveret, par exemple, c'est le lait de Marie de France, qui est un lait éblouissant, enfin, sur la parole encore et sur la trahison. Bon, ce conte-là, Pierre et Margot, je le raconte. Voilà. Donc, je l'ai raconté. Ben maintenant, il est devenu une tradition orale, populaire. C'est une trace, non? Quand des amis, ah, vous racontez ce conte, vous venez d'où? Ah, ben c'est un conte tradition orale, c'est populaire, très bien, voilà. C'est une trace, ça, quand même. Le conte, il est anonyme, il n'a pas de nom, il n'a pas. On sait à peine d'où il vient, donc c'est pas pour lui donner une identité particulière. J'ai l'impression que quand tu comptes, tu permets aux gens de tirer un fil. Tu leur dis, voilà, regardez, je vais vous raconter cette histoire. Alors voilà, tu racontes ton histoire, et tout compte fait, tu leur permets de, peut-être, tu leur dis, regardez, il y a un petit bout de fil qui dépasse là, c'est l'histoire. Si vous tirez, peut-être que, voilà. En fait, il existe une légende, et ça m'avait toujours beaucoup impressionné, que cette légende, que celui qui est capable d'attraper le pied de l'arc-en-ciel trouvera un trésor en son pied. C'est une toute petite légende, c'est ridicule, c'est 3 lignes. À ma droite, le pied de l'arc-en-ciel était là. J'ai arrêté de respirer. J'ai laissé la voiture rouler et d'un seul coup j'ai compris que les légendes étaient vraies. Qu'est-ce que c'est que cette chose que chaque fois qu'on veut se rapprocher, elle s'éloigne? À moins qu'on réussisse à avoir la même vitesse qu'elle. À ce moment-là, on est dans le même mouvement et on est ensemble. Le conte, les farces, les clowneries, tous les jeux de paroles étaient une des fortunes des déshérités. C'est à ça qu'ils pouvaient se consacrer le soir après
après une dure journée de travail, quand ils se réunissaient ou qu'ils avaient des épluchages à faire, ou pas seulement les Juifs, hein, Dieu sait, vraiment partout dans le monde, ce surcroît de pouvoir grâce aux mots, ou grâce à ceux qui dans le groupe avaient ce pouvoir et qui le transmettaient aux autres, ça m'a toujours paru une chance inouïe pour ceux qui n'ont pas grand-chose. Mais ça, pour ceux qui l'ont, c'est inaliénable. Le conte vient quand même d'une société rurale, traditionnelle, dans laquelle tout le monde se connaissait. Hein, et où du coup, et là je ne parle plus des épopées ni des mythes dont on a parlé tout à l'heure, mais je parle du conte, le conte traditionnel, le conte merveilleux, les contes, on se les racontait entre gens qui se connaissaient. On était à la veillée, tout le monde était en train de travailler, et pendant qu'on travaillait, on demandait à l'un de la communauté de raconter une histoire. Parce que lui, il la racontait bien, et qu'on avait envie de l'entendre, ça nous faisait passer le temps. Donc, c'est comme ça que ça se passait aujourd'hui. Ces moments communs, ils n'existent plus trop. Par contre, on est dans la société du spectacle, et il y a des moments de loisirs, et des lieux qui sont faits pour ça, qui s'appelle les théâtres. Et du coup, il y a aujourd'hui, pour les conteurs contemporains, un espace à investir. Mais cet espace-là, est-ce qu'on peut l'investir de la même façon qu'on investit une bibliothèque ou même un petit théâtre comme le nôtre ou un jardin public, etc. J'en suis pas certain. Parce que là, on arrive sur un espace qui est très particulier, un espace qui est codifié, un espace dans lequel on va pouvoir jouer sur les lumières, on va pouvoir jouer sur l'espace différemment, et même si on ne veut pas mettre en scène, on est obligé de tenir compte de ça. Quand j'ai commencé à faire une formation au conservatoire, j'invitais tout de suite des gens, enfin tout de suite, j'attendais un peu, hein, faut pas exagérer, mais des gens en première partie de mes spectacles, et je disais au public, ben voilà, il y a un tel qui va raconter un quart d'heure, moi j'aime bien sa parole, j'espère qu'elle vous plaira autant qu'à moi. Voilà, je vous laisse en sa compagnie. Et c'est quelque chose, ça je trouve, qu'il manque dans le conte. Ou en tout cas je connais peu d'endroits qui le font et je trouve ça regrettable. Depuis que je connais l'univers du conte, il y a des réunions de conteurs qui se demandent, depuis toutes ces années, 25 ou 30 ans, quelle différence entre un conteur amateur et professionnel, et qu'est-ce que c'est qu'être un conteur, et que la question n'est pas résolue. Je pense que je suis au nœud de ce genre de classification, au nœud entre les cases. Et ça, c'est l'écume des choses. Et à l'intérieur, je sais qu'ils sont à l'intérieur de moi, les contes, ou que je suis à l'intérieur d'eux. Je ne sais pas qui contient l'autre, mais là-dessus, j'ai pas de doute. Je trouve ce qui est passionnant, c'est que les gens qui arrivent dans le milieu du conte comme ça, qui sont intéressés par cette pratique-là, c'est des gens qui viennent d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent du clown, du théâtre de rue, du théâtre, beaucoup de gens de théâtre, et c'est la porte à côté, donc ils ont tout de suite repéré qu'il y avait de la lumière là, donc c'est très bien. Mais c'est vrai que de l'endroit où on vient, on a toujours quelque chose à trouver pour que ça marche. Il ne faut pas espérer que de là où on vient, on n'a plus rien à faire, quoi. Donc et là c'est passionnant, parce que je trouve, en tout cas pour ce qui se passe pour les comédiens aujourd'hui qui veulent devenir conteurs, le travail que ça leur fait faire de ne plus être comédien mais de devenir conteur. Et ça, c'est... Il faut descendre au sous-sol du théâtre, aller chercher dans la cave qui a manigancé cet ensemble, et pas se contenter d'être à un endroit sur la scène. Il y a une division du travail, hein, au théâtre, quoi. Et donc il faut bien comprendre dans quel paquebot on se trouve pour pouvoir de matelot passer à capitaine, quoi.
Et ma plus belle prise de conscience, ça a été qu'en fait, les contes sont comme des rêves, ils ont la même immatérialité. Ils sont oniriques, ils sont impalpables, ils sont faits d'éther. Et le fait qu'ils soient faits de cet éther-là me renvoyait à mon humanité, c'est-à-dire je ne suis pas que chair en fait. Et j'ai jamais douté ou été déçue du conte. Voilà, le conte m'a toujours nourri, donné. Des fois je dis, et c'est vrai, et ça j'y crois beaucoup, je dis souvent, je reçois plus que je ne donne. Et ça, que ce soit vis-à-vis du conte ou que ce soit vis-à-vis d'un public. Le public ne se rend pas compte de ce qu'il renvoie. Et ce sont toujours des cadeaux. Quand on est conteur, je crois qu'on doit être généreux. Enfin, il faut avoir envie de donner aux autres. De donner la possibilité d'entendre une histoire et un conte qui va peut-être les bouleverser, qui va peut-être, t'en sais rien. Je me dis que quelqu'un qui vient au conte, c'est aussi quelqu'un qui demande, évidemment, qu'on lui fasse du bien. Évidemment, comme quelqu'un qui va voir un film, comme tout spectacle d'une certaine manière, comme toute source de plaisir même, pas seulement spectacle, un musée de peinture, n'importe quoi, tout ce qui est créatif, disons, va pouvoir l'aider pendant un temps à ne plus être envahi par lui-même. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'en charge, qui se charge de lui. Le conteur prend en charge le temps et les gens qui sont là. Prend en charge leur plaisir, c'est un donneur de plaisir. Ça, alors s'il oublie ça, il oublie tout. Et t'es pas lassé là, de ce côté répétitif, un début, un milieu, une fin? Non. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça pour tout le monde, parce que c'est comme ça pour tout. Cette chose qui a l'air tellement... Justement parce qu'elle a l'air anodine, innocente, oh bah tiens, ouais, lui il raconte des histoires, ça donne encore plus de piment à son côté secret et à sa force. C'est-à-dire que c'est pas, pour moi, c'est pas le joyau qui va apparaître et tout le monde va dire « Oh, cette histoire, elle est extraordinaire !» On va se dire « Oh oui, cette histoire, bof !» Puis tout d'un coup, dans la situation, parce que c'est cette personne-là qui la raconte et puis ces gens-là qui l'écoutent, elle va devenir extraordinaire. Et ça, pour moi, c'est vraiment une force du verbe et du récit, et des histoires, d'ailleurs, des contes. Et c'est pour ça que je trouve ça toujours autant nourrissant et d'en raconter et d'en écouter, et que moi j'ai vraiment l'impression d'une élévation, et qu'on m'amène à une dignité. Quand on me raconte une histoire, quand on la conduit, quand elle resplendit dans tout son éclat et que je suis en capacité de la recevoir ou de l'écouter, ça me fait grandir. Et ça, c'est extraordinaire.